le jour pour vivre plutôt la nuit. Ensuite, on peut s'adapter aussi pour se nourrir. Donc deux exemples complètement différents, la girafe et le poisson lumière. Donc la girafe, au terme de millions d'années d'évolution, la girafe a acquis une anatomie unique, lui permettant notamment de brouter la cime des arbres. Son long cou lui permet donc d'aller tout en haut des arbres. Les acacias, c'est ce qu'elle préfère, qui sont dans la savane, ont grandi pour échapper aux zèbres, aux antilopes qui mangeaient les petites feuilles. Mais leurs feuilles les plus tendres poussent entre 2 et 6 mètres, ce qui constitue pour la girafe la hauteur idéale et sa niche alimentaire. Donc elle, l'acacia grandit pour échapper aux zèbres et aux antilopes, mais elle, son cou a grandi et donc du coup entre 2 et 6 mètres, elle peut manger les petites feuilles tendres de l'acacia. Elle a la langue la plus puissante, la plus coriace et la plus longue parmi les ongulés. Donc les ongulés, ce sont ceux qui ont des sabots. Elle peut s'allonger pour atteindre les pousses les plus tendres entre les barrières d'épines d'acacia, puisque l'acacia est un arbre avec plein de petites épines. Certains acacias se défendent en hébergeant dans ces galles, donc des sortes de maladies, sont des boules sur les feuilles, des fourmis agressives à la morsure cuisante à la bouche et aux lèvres des girafes. Donc les acacias se sont eux aussi adaptés en hébergeant ces fourmis qui agressent les girafes pour pas que les girafes mangent leurs feuilles. Voilà. Et ensuite, le poisson lumière, alors lui, il est un peu différent, il fait un peu peur, il vit au fond des eaux. Et à votre avis, quelle est la technique de ce poisson pour attirer ses proies et à quelle profondeur ce poisson vit-il selon toi? Voilà pour le poisson lumière. Donc vous réfléchissez, vous écrivez et je tire le petit peu. Donc la girafe a maintenant un long cou et une langue très puissante. Comment s'est adaptée la girafe pour se nourrir? Et ben voilà, de cette manière-là. Et en parallèle, comment s'est adapté l'acacia pour se défendre? Eh bien, il s'est mis à héberger les fourmis qui le protègent. Ensuite, le poisson, eh bien, il va éclairer l'obscurité abyssale de la mer, donc il vit en très grande profondeur. Il va éclairer les profondeurs grâce à cette petite lumière intégrée, et du coup, il attire les poissons, et dès que les poissons arrivent, hop, il n'a plus qu'à ouvrir sa gueule et les manger. Ce poisson vit entre 200 mètres et 1000 mètres de profondeur dans le noir le plus profond. On a ensuite s'adapter pour se défendre. Le zèbre, s'il a des rayures, c'est pas pour rien, c'est juste pour lui se défendre. Donc parmi les prédateurs du zèbre, il y en a un que l'on oublie, c'est la mouche tsetse. Cette toute petite mouche attaque les zèbres et du coup les rend malades. Donc il ne tue pas l'animal, mais lui transmet une maladie, la maladie du sommeil, qui l'affaiblit suffisamment pour le laisser sans défense face aux grands prédateurs comme le lion par exemple. Or cette mouche n'est capable que de distinguer les animaux formant dans le paysage une tache de couleur à peu près uniforme. Donc si le zèbre était tout noir ou tout blanc, et ben la mouche, hop, elle pourrait le voir. Comme il est tout rayé, et ben il se protège de cette mouche qui n'arrive pas à distinguer la forme de l'animal et donc de le piquer. Alors pourquoi les buffles et les gazelles ne sont-ils pas rayés? Ben, c'est une question d'évolution. Les bovidés, donc, qui appartiennent plutôt à la famille des vaches, sont apparus plus tôt que les zèbres. Ils ont eu plus de temps pour développer d'autres défenses face à la mouche tsetse. Donc après, vous allez essayer de répondre au petit vrai ou faux. Les rayures du zèbre le protègent des attaques des lions. La mouche tsetse distingue mieux les rayures. Les gazelles n'ont pas de rayures car elles ont eu le temps de développer d'autres défenses. Donc vous mettez vrai ou faux. Quand vous avez fini, je tire la petite corde. Donc pour les vrais faux, eh ben les rayures du zèbre le protègent des attaques des lions. Ben c'est vraiment faux. Ça les protège des attaques de la mouche tsetse. La mouche tsetse distingue bien les rayures. Eh bien non, c'est tout à fait le contraire. Les gazelles n'ont pas de rayures car elles ont eu le temps de développer d'autres défenses. Effectivement, c'est le cas. S'adapter au relief et à l'altitude, animaux et plantes doivent
s'adapter. Il n'y a pas que les animaux qui s'adaptent, les plantes en font de même. Donc ils ont développé de multiples moyens pour s'adapter aux conditions particulières de la haute montagne. Ici, la chèvre sauvage, l'œillet d'Inde et l'œillet en forme de coussinet, tous trois se développent différemment à cause de l'altitude. Donc généralement, les plantes se sont adaptées en modifiant leur forme. Elles sont souvent de petite taille. Certaines ont des tiges courtes leur permettant de donner moins d'emprise au vent. Voilà, tiges toutes petites courtes et après elles se regroupent même pour éviter le vent. D'autres poussent en amas serré, donc de fleurs, se protégeant mutuellement. D'autres encore possèdent de longues racines pour rejoindre l'humidité d'un roc plutôt sec ou sont dotés d'une surface duveteuse qui les aide à conserver leur humidité. Donc ça c'est pour les plantes. L'œillet d'Inde poussant en plaine est un proche parent de l'œillet d'Amérique du Nord en forme de coussinet. En s'adaptant à la montagne, cette plante s'est transformée en prenant forme de coussinet pour se protéger. Donc ça c'est plutôt dans les plaines. Et en montagne, on va retrouver des coussinets d'œillets. Les chèvres, comme bon nombre de grands herbivores des montagnes, sont dotés de types de sabots particuliers. Ils sont flexibles avec une voûte cambrée et des doigts semblables à des pinces, ce qui leur permet vraiment de s'accrocher aux rochers. Ce type de sabot leur permet de se déplacer rapidement sur les pentes fortement escarpées, malgré un sol rocheux et fort inégal. Donc dans ce petit texte, je vous demande de souligner les techniques des plantes et de la chèvre pour s'adapter à la montagne. Donc je vous laisse le temps, couper la vidéo, je corrige. Donc voilà. Donc les plantes, en modifiant leur forme, souvent elles vont devenir de petite taille. Les tiges, elles vont devenir courtes, permettant de donner moins d'emprise au vent. D'autres vont pousser en amas. D'autres vont avoir de longues racines pour rejoindre l'humidité des rocs. D'autres vont avoir une surface duveteuse pour garder l'humidité. Pour l'œillet d'Inde en particulier, il va prendre la forme d'un coussinet pour se protéger. Les chèvres, eux, vont avoir un type de sabot particulier qui est flexible, avec une voûte cambrée et des doigts semblables à des pinces, qui va leur permettre de vraiment s'adapter à la montagne. Voilà les types d'adaptation pour la montagne. Donc la leçon, exemple d'adaptation au milieu de vie. Donc la faune et la faune ce sont les animaux, la fleur sont les végétaux, s'adaptent aux températures, donc on a bien vu, au froid, avec des réserves de graisse, des fourrures, des regroupements, au chaud, avec une vie nocturne, une couleur pâle, une vie sous le sable. Les animaux et les plantes ont ainsi trouvé des moyens pour se nourrir, mais aussi pour se défendre, avec le camouflage. Les animaux et les plantes ont aussi dû s'adapter au relief et à l'altitude, pas qu'au chaud et au froid. Les animaux doivent se déplacer sur des pentes abruptes et rocheuses. Par exemple, le sabot des chèvres sont comme des pinces. Les plantes de montagne se protègent du vent et s'exposent le plus possible au soleil. Voilà pour cette leçon. Je sais que je vais vite, mais j'essaye de faire au mieux. Merci.